c'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Cette semaine, on tente de percer mystère autour de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles qui a coûté la vie à 4 personnes. On s'intéresse également à cette nouvelle arme made in Israël. Il s'agit d'un obus précis et intelligent. On présente ça dans quelques minutes, mais tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Barack Obama a prononcé son discours de politique étrangère dans la célèbre école militaire de West Point. Le président américain a tourné la page de plus d'une décennie de politique en annonçant le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan d'ici la fin 2016. Au lendemain d'une visite à Kaboul, Obama a redit son intention de rappeler graduellement la majorité des 32 800 boys présents en Afghanistan. 9 800 d'entre eux seront maintenus jusqu'en 2014. Seulement 200 soldats resteront à l'ambassade américaine dans le cadre de la coopération militaire bilatérale. En Ukraine, le nouveau président élu Petro Poroshenko s'est immédiatement prononcé pour des discussions avec Moscou et mettre ainsi fin à une insurrection pro-russe dans l'est du pays. Mais la paix semble loin, très loin d'être signée. Les opérations militaires ukrainiennes, notamment aux abords de l'aéroport international de Donetsk, ont fait au moins 50 morts du côté des forces pro-russes. Enfin, un tribunal turc a émis des mandats d'arrêt contre 4 anciens commandants militaires israéliens, y compris l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi et l'ancien chef de la marine israélienne. Les 4 officiers sont accusés par ce tribunal d'avoir joué un rôle direct dans l'arraisonnement de la flottille turque Mavi Marmara, qui avait tenté de briser le blocus maritime sur Gaza en 2010. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan avait pourtant annoncé avoir trouvé un accord financier entre les deux gouvernements. En Belgique, la police continue d'étudier les enregistrements vidéo pour tenter d'identifier le tueur du musée de Bruxelles. La piste terroriste est activée, mais sans aucune revendication. On en parle dans un instant avec notre invité juste après ce rappel des faits. Il est signé Maxime Pérez. Il y avait foule mardi après-midi au cimetière de Kiryat Shaoul, près de Tel Aviv. Famille, amis, anciens collègues, des centaines de personnes ont accompagné à leur dernière demeure Myriam et Emmanuel Riva, tués samedi dans l'attentat du musée juif de Bruxelles. L'émotion était d'autant plus grande que ce couple israélien était particulièrement apprécié. Il laisse derrière lui 2 filles respectivement âgées de 15 et 17 ans. Soyez certains que les autorités belges n'économiseront aucun effort pour identifier et arrêter le meurtrier. Nous sommes déterminés à lutter contre l'antisémitisme et promouvoir la tolérance dans notre société. En Belgique, le parquet fédéral a démenti les rumeurs sur la possible arrestation d'un suspect. L'enquête, elle, se poursuit pour tenter de retrouver la trace du tireur. Concernant le mobile, si la thèse d'un acte terroriste a été retenue par la justice, reste à en déterminer les motifs. À ce stade, les autorités belges n'excluent aucune piste, y compris celle d'une action du Hezbollah pour venger la mort de son ancien chef militaire, Imad Mournier. En cause, le profil de Myriam et Emmanuel Riva, présentés comme d'anciens fonctionnaires du ministère israélien des Affaires étrangères, mais à qui l'on prête une carrière dans les services secrets du Mossad. Et j'accueille sur ce plateau le spécialiste des questions stratégiques et militaires pour le quotidien Haaretz, Samir Oren. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été le premier journaliste israélien à mettre des doutes sur la théorie d'un crime haineux concernant cette attaque contre le musée juif de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a mené là ? Comme vous le dites, c'est une théorie, c'est une possibilité et pas forcément une probabilité. Mais nous sommes obligés de comprendre lorsqu'une enquête est ouverte après un acte criminel, qu'il soit basé sur des revendications haineuses, nationalistes ou terroristes, ou qu'il se base sur une revendication personnelle, nous sommes obligés d'étudier toutes les possibilités. Et là, dans ce cas, l'un des scénarios envisagés, c'est qu'on ne parle pas d'un crime prévu contre des touristes qui se trouvaient par hasard à Bruxelles, au mauvais endroit et au mauvais moment, mais plutôt qu'ils ont été assassinés en raison de leur passé. Alors quel est le profil justement de ces victimes israéliennes ? C'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille. Ces 2 personnes étaient comptables. Ils travaillaient sur des chiffres avec des ordinateurs, rien de plus normal. Par exemple, dans le cas où ils travaillaient pour certaines institutions, eh bien, lorsque certaines personnes revenaient de mission, leur but était de collecter les reçus et les factures de ces personnes.
Ces gens dont je parle travaillent dans les bureaux, ils ne s'occupent pas de missions ou d'opérations, mais plutôt de domaines financiers. Le mari travaillait dans le passé dans l'organisation Native qui s'occupait des Juifs d'ex-Union soviétique ou d'Europe de l'Est. Sa femme, elle, travaillait dans un autre département du bureau du Premier ministre. La censure ne nous autorise pas à citer son nom. Quoi qu'il en soit, il travaillait dans l'administration, mais devait encore avoir des amis qui travaillaient sur le terrain. La femme a travaillé dans l'ambassade d'Israël à Berlin il y a une dizaine d'années. Et il est fort possible qu'ils aient rencontré des gens en particulier qui étaient eux-mêmes connus des gens qui suivaient ces personnes. Alors selon vous, il y a cette possibilité qu'il s'agirait d'un assassinat ciblé. Qui seraient alors les assaillants si cette thèse se vérifiait ? Il semble donc que cela ne soit pas si ciblé que cela, puisque ces deux personnes étaient innocentes. Le fait qu'ils aient travaillé dans le passé pour des organisations gouvernementales israéliennes n'en font pas des coupables. On a le droit de tuer, c'est un acte dramatique. Dans le même temps, il est vrai aussi qu'il y a une activité diplomatique israélienne intense à Bruxelles et que certains responsables israéliens sont très protégés. Il est fort possible que celui qui voulait s'en prendre à un officiel israélien, mais voyant que ce dernier était protégé, aurait choisi ce couple d'Israéliens qui n'étaient pas protégés, les aurait suivis jusqu'au musée juif et les aurait atteints. Le gouvernement israélien et le ministère des Affaires étrangères a demandé à la police belge si elle avait besoin d'aide, ce qu'elle a refusé pour l'heure. Il semble que ces détails n'intéressent pas la police belge qui dispose peut-être d'une autre piste. S'ils ne parviennent pas à résoudre cette enquête, il est fort probable qu'ils se retournent vers le gouvernement israélien afin que ce dernier donne des détails sur ce couple d'Israéliens assassinés. Merci beaucoup Amir Oren pour ces précisions. Au revoir. On les appelle les chiens policiers, oreilles dressées, museaux aux aguets. Ils sont formés pour être des fins limiers de la recherche de stupéfiants, d'explosifs ou encore de personnes disparues. Reportage en France. Équipé de son harnais, Tyson est prêt à travailler. Oreilles dressées, museau pointé, son objectif du jour, trouver de fines quantités de cocaïne et d'héroïne cachées dans un entrepôt industriel. Première mission réussie en quelques minutes pour ce berger belge malinois et son conducteur en formation au centre des unités cynophiles de la police nationale. Jouer également pour le récompenser pour ses trouvailles, un moment essentiel pour motiver l'animal et former une équipe chien-maître. Au terme d'une formation de 3 à 6 mois si tout va bien, Tyson deviendra un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, un atout devenu indispensable pour les hommes sur le terrain. Outre les chiens stupéfiants, le centre forme également des chiens de patrouille comme Figo. Destinés à maîtriser des agresseurs lors de prises d'otages par exemple, ils doivent obéir aux ordres très précis donnés par leur conducteur, une symbiose indispensable. Ça reste plus dissuasif. Les personnes qu'on a en face de nous, en face des chiens, ne peuvent pas dialoguer avec le chien, donc forcément ça a un impact dissuasif conséquent sur la voie publique. On considère souvent un chien peut remplacer, on va dire, au niveau d'un impact dissuasif, 2 à 3 collègues. Autre lieu improbable d'entraînement, un centre technique autoroutier. C'est ici que ces policiers ont caché quelques grammes d'explosifs. Arès et Arcos poursuivent une formation qui se veut plus exigeante. Les explosifs émettent beaucoup moins d'odeur que la drogue et leur approche est beaucoup plus dangereuse. La différence essentielle entre un chien de recherche d'explosifs et un chien de stupéfiants, c'est qu'on va demander aux chiens explosifs un calme lors de la découverte pour ne pas bien sûr entrer en contact avec la matière explosive, ce qui pourrait être dangereux. Donc les chiens stupéfiants ont un marquage actif, c'est-à-dire qu'on va les faire gratter et mordre à la découverte. Et les chiens explosifs vont se mettre en position assis ou couché en fonction du chien et de la zone de travail. Une position qui n'est pas innée. De fait, les chiens explosifs ont un caractère beaucoup plus docile. En tout, près de 551 chiens font partie des effectifs de la police en France. Coup de projecteur à présent sur un nouveau type d'arme made in Israël, son nom le Silver Bullet. Il s'agit d'un obus intelligent doté d'un système GPS plus précis, moins coûteux. Il pourrait révolutionner l'artillerie moderne et permettre, vous allez le voir, aux autres unités de Tsahal de consacrer une partie de leur puissance de feu à d'autres missions. C'est un reportage signé Mathias Inbar.
L'obus est connu pour ne pas être l'arme la plus précise au monde. Et à l'heure où la technologie de l'armement fait la différence sur les champs de bataille, il aura fallu 7 longues années d'expérience, de tests et de recherche lancés par la société Rokar BAE Systems au cœur de Jérusalem pour obtenir ce résultat. Un obus qualifié d'intelligent, plus fiable et surtout plus précis. Un outil de taille pour Tsahal, toujours en état de guerre permanent, mais pas seulement. Il est évident que notre système est destiné avant tout aux forces israéliennes, mais nous sommes également présents sur le marché à l'international. Le Silver Bullet n'est pas soumis au ITAR, le système de régulation de loi américaine. Nous ne sommes donc limités que par les restrictions imposées par le ministère israélien de la Défense. Silver Bullet. Une véritable révolution dans la lutte antiterroriste, particulièrement pour atteindre les lanceurs de roquettes ou de missiles. Dès que l'ennemi est repéré, un simple obus tiré par des fantassins permet de le cibler. Un système plus rapide, beaucoup moins coûteux et bien plus facile d'utilisation. Ceci est le Silver Bullet, un obus de précision. Il a transformé les obus conventionnels en des obus de précision. Vous pouvez donc incorporer le kit à toute forme d'obus traditionnel et en faire ainsi un engin de précision qui sera tiré par ce blindé par exemple. C'est grâce à un système GPS que cet obus de 120 mm peut atteindre pratiquement chaque cible visée. Alors qu'il en faut 50 dans une guerre traditionnelle, l'obus intelligent divise par 3 les besoins de l'artillerie moderne. Un moyen efficace de réduire les dépenses au moment où les coupes budgétaires touchent de plein fouet l'armée israélienne. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Vous touchez la cible dès le premier tir. Vous n'avez pas besoin d'un processus de tir. Vous devez disposer des coordonnées de Tess et l'obus se dirige vers sa cible. Nous sommes aussi capables de viser plusieurs cibles en même temps, depuis la même arme et depuis plusieurs positions. Une artillerie moins lourde et donc plus mobile, qui selon la société Rokar, aurait déjà séduit de nombreux pays à l'étranger. Et pour parler de cette nouvelle arme, j'accueille sur ce plateau Arieh Mizrahi, ancien commandant du corps d'artillerie de Tsahal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce nouveau type d'arme que l'on vient de voir dans ce reportage peut vraiment faire la différence sur le champ de bataille? בהחלט. התפקיד של הארטילריה. Absolument. La fonction de l'artillerie, si nous voulons la replacer dans le bon contexte, c'est de permettre. C'est le mot, permettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre fonction, c'est de permettre aux autres armes de l'armée de terre, infanterie et blindés, de mener à bien leur mission avec un minimum de pertes. C'est la réelle fonction, la fonction traditionnelle de l'artillerie. De nos jours, l'artillerie règne de fait sur tous les systèmes d'armes terrestres, mais il faut également souligner qu'au bout du compte, sur les champs de bataille dans le futur, qui ne ressembleront pas à ceux d'Afghanistan, du Liban et de la bande de Gaza, la puissance de feu aura une importance primordiale. Une puissance de feu significative sous-entend un emploi de l'artillerie conventionnelle, traditionnelle, qui sait ouvrir la voie aux fantassins et aux unités blindées qui doivent engager l'ennemi et qui se retrouvent à son contact direct. Maintenant, l'enjeu, c'est le coût de l'efficacité. Si nous employons des procédés technologiques qui coûtent très cher, ils ne seront pas utilisés. En cas de besoin de tir de précision, nous avons dans l'artillerie aujourd'hui de nombreux systèmes d'armes. Nous avons des roquettes extrêmement précises d'une portée de 30 à 150 km. Nous avons des missiles très précis qui appartiennent également au corps de l'artillerie, précis au mètre près. Et donc l'artillerie traditionnelle, l'artillerie conventionnelle qui doit opérer à relativement courte portée, de 10 à 30 km, c'est l'artillerie qui doit donner la bonne impression. L'impression que tu as un grand frère derrière toi qui te donne la confiance d'avancer, d'attaquer et de mener à bien ta mission. Selon le fruit de ma réflexion, de mon expérience aujourd'hui à cause de la technologie, nous nous éloignons un peu de l'essence même de l'artillerie et il faudrait y revenir. Alors selon vous, il n'y avait pas une nécessité, en deux mots, de développer cette nouvelle arme. Il fallait s'en tenir aux armes traditionnelles. Ce n'est pas adapté aux prochains défis?
בהחלט, אי אפשר לעצור טכנולוגיה. Tout à fait. Il est impossible d'arrêter l'évolution de la technologie. À partir du moment où cette technologie sera d'un bon rapport coût-efficacité et que donc il sera possible de l'utiliser à un prix raisonnable et qu'elle sera disponible en quantité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas qu'un seul de ces obus dans un système d'armes, mais que tous ces obus seront de ce type, alors nous pourrons en discuter. Merci beaucoup Arieh Mizrahi pour cette interview et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète défense. En attendant, l'actualité continue sur notre antenne et sur notre site www.i20fornews.tv où vous pouvez retrouver chaque semaine le replay de cette émission. À tout à l'heure.